Mais le travail entre les murs branlants est dangereux. Marinatos, le découvreur d'Akrotiri, est mort, écrasé par une chute de pierre, et il a été enterré dans sa ville. Nano, sa fille, poursuit le travail commencé par son père. La plupart des archéologues pensent que la civilisation minoenne avait établi une sorte d'empire fondé sur sa puissance maritime et qu'on pourrait appeler une thalassocratie. Mais nous n'avons aucune information sur ceux qui les dirigeaient. À mon avis, la classe dirigeante était composée de prêtres. Ils avaient, ou plutôt ils prétendaient avoir, une relation privilégiée avec les divinités. Et ils se présentaient devant leur peuple déguisés en dieux. C'est notamment ce qu'on peut déduire des fresques. Beaucoup de maisons, en effet, étaient ornées de fresques. Des visages typiquement crétois, des prêtresses, ou encore ce jeune homme qui, selon les chercheurs, dépose sur l'autel le fruit de sa pêche dans la mer. Mais la brillante civilisation plonge dans le chaos. Sous Akrotiri, la terre tremble. Les murs et les escaliers sont broyés par les forces de la nature. Alors le volcan se déchaîne. Beaucoup de chercheurs se sont ralliés à la thèse que Spiridon Marinatos a énoncée en premier. 1500 ans avant Jésus-Christ, le volcan de Santorin aurait anéanti la grande et belle civilisation minoenne. Il aurait projeté ses cendres par-dessus la mer et empoisonné la nature. Les hommes et les bêtes sont morts de faim. Puis la montagne a explosé et les rochers retombés dans la mer ont provoqué un de ces gigantesques raz de marée que l'on appellerait aujourd'hui du nom japonais de tsunami. Ce raz de marée a déferlé sur la Crète, englouti sa célèbre flotte et emporté les fortifications portuaires. Mais deux chercheurs contestent la thèse de Marinatos, les géologues allemands Hans Pichler et Walter Friedrich. Depuis des années, ils inspectent le cratère. La couche de cendres et de pierre ponce sous laquelle Akrotiri est enfouie atteint jusqu'à 60 mètres d'épaisseur. Des falaises comme celle-ci ont été projetées dans les airs lors de la dernière grosse éruption à l'âge du bronze. Les pierres nous racontent leur histoire. Encore faut-il savoir les lire, comme les géologues. Le professeur Pichler essaie d'interpréter des traces vieilles de plusieurs milliers d'années. Voilà une bombe volcanique. On distingue nettement que les strates étaient liquides. Il y a donc eu une véritable pluie de roches éruptives. Et là, le bloc de lave est visiblement fracturé en plusieurs morceaux. À l'intérieur du cratère, le professeur Friedrich trouve des traces d'un site préhistorique. C'est la preuve que ce cratère existait déjà avant la fameuse éruption du volcan qui aurait détruit la crête. Cette pierre paraît banale, mais pour les géologues, c'est un livre ouvert. Celui qui la regarde de près y verra des bigorneaux fossilisés. Le cratère de Santorin, rempli d'eau de mer, est donc très ancien. Par conséquent, il ne peut pas y avoir eu d'éruption à l'âge du bronze, qui aurait provoqué un raz-de-marée jusque sur les côtes de la Crète. Avec ces nouvelles données, les chercheurs font une simulation sur ordinateur de ce qui est arrivé il y a 3500 ans. Au-dessus du cratère, des nuages d'eau condensée annoncent une éruption imminente. Les habitants tentent de fuir l'île, et c'est alors que se déclenchent de terribles explosions. Des cendres brûlantes et de la pierre ponce sont propulsées jusqu'à une hauteur de 37 km dans la stratosphère. Un vent pousse les cendres direction sud-est. La cheminée du cratère se fracture. L'eau de mer s'y engouffre et le contact avec le magma en fusion provoque un mélange explosif. Comme soufflé par une explosion atomique, toute vie sur Santorin est anéantie. L'eau de mer se déverse dans le gouffre ouvert par l'éruption et en rejaillit en une avalanche de limon bouillant, mortelle pour Santorin, mais pas pour la Crète. Il faudra des siècles avant que Santorin ne prenne sa forme actuelle. Les géologues veulent en avoir le cœur net. Escalader la pierre volcanique est très risqué. Mais c'est ici qu'ils trouvent des restes d'arbres et de plantes,
brûlés par les cendres incendiaires du volcan. Ces restes sauront peut-être nous dire en quelle année l'île a été détruite. C'est ici que nous pouvons prélever de la roche volcanique, du charbon de bois que nous analyserons plus tard au laboratoire. Les échantillons prélevés à Santorin sont analysés au Danemark. La détection de traces est très délicate. Elle nécessite une technique moderne et des méthodes d'analyse très précises. La datation C14 est faite à partir de l'analyse de l'isotope radioactif le carbone 14. On obtient la datation de matières organiques en faisant le comptage du carbone de l'époque à laquelle il s'est décomposé. Pour ce faire, il faut disposer d'une quantité suffisante d'éléments d'analyse. Or, les éléments disponibles à Santorin sont trop peu nombreux. Aussi, les géologues ont-ils recours à la physique nucléaire. Les minuscules quantités de bois carbonisé prélevées sur la paroi du volcan sont préparées pour être soumises à un accélérateur de particules, le tendétron. Cet équipement très puissant et d'une haute technologie permet de déterminer avec précision la date de l'éruption volcanique, un événement qui remonte à 3500 ans. Une salle souterraine de l'Institut de physique nucléaire d'Aarhus au Danemark. Elle est coupée du monde extérieur par des murs de béton épais de plusieurs mètres. Ici commence un test décisif. Le signal du départ. Propulsées par un puissant champ magnétique, des particules chargées électriquement servent de projectiles à travers un réseau conducteur. Elles fusent dans des récepteurs et percutent les échantillons de charbon de bois. Lors de l'impact, le matériau explose sous contrôle. L'ordinateur peut alors faire le comptage très précis des particules libérées du charbon de bois. L'essai est concluant et les hypothèses des géologues sont confirmées. Le volcan est entré en éruption en 1650 avant Jésus-Christ et donc 150 ans plus tôt qu'on le croyait. En aucun cas le volcan de Santorin n'a donc pu anéantir la crête. Le secret que l'on croyait percé garde tout son mystère. À des milliers de kilomètres au nord, dans les neiges éternelles du Groenland, on a trouvé plus tard la preuve qui confirme les tests effectués au Danemark. Sur ces hauts plateaux, les températures ne dépassent jamais les 0 degrés. La neige se dépose en couches successives et se comprime sous forme de glace dans les profondeurs. 7 pays européens financent la station de recherche GRIP. Pour décoder les énigmes du passé, on sonde le Groenland, imposante masse de glace de 3200 mètres d'épaisseur. Les tempêtes de neige et le froid glacial ne facilitent pas la tâche des chercheurs. Ce climat a contraint les chercheurs à mettre au point une technique spéciale de forage. Durant toute une année, des techniciens ont travaillé dans des caissons, profondément insérés dans la glace, jusqu'à ce que la carotteuse atteigne la terre ferme. Les carottes extraites aujourd'hui sont longues de 3 km. Après des analyses très compliquées, elles nous racontent l'histoire de notre planète, et notamment les changements de climat et les périodes glaciaires. Les chercheurs peuvent ainsi retracer 200 000 ans de l'évolution de la Terre. Même les éruptions de volcans à des milliers de kilomètres ont laissé des traces dans la glace du Groenland. Ces éruptions y ont déposé de la neige chargée d'acide que les appareils de mesure savent détecter. Le scientifique anglais nous donne la date de l'éruption volcanique de Santorin. C'était en l'an 1644 avant Jésus-Christ. Pour les archéologues, cette datation est une aide précieuse. Moklos, sur la côte nord de la Crète, à l'époque de la royauté minoenne, il y avait ici une prospère ville commerçante. Les ruines des anciennes installations portuaires sont aujourd'hui recouvertes par la mer. Sur une île un peu au large de cette côte, une équipe d'archéologues américains
travaille sur un chantier de fouilles depuis 9 ans déjà. En été, la température dépasse souvent les 40 degrés. Le travail de fouille est dirigé par le professeur Sols de l'Université de Caroline du Nord. Le site est exploré couche par couche et les pierres sont tamisées pour que le plus petit indice ne puisse s'échapper. Jeff Sols tombe sur une découverte décisive. Nous nous trouvons dans la maison C1, dans la pièce où se trouvent les socles des pylônes. En creusant jusque dans les sous-bassements, nous avons découvert de très belles poteries en céramique datant de la fin du Minoen ancien. Nous avons donc pu déterminer l'époque à laquelle la maison a été construite. Et en creusant sous la maison, nous sommes tombés sur une couche épaisse de cendres volcaniques de Santorin. Nous en avons laissé une partie intacte pour que vous puissiez la voir vous-même. Cette couche a au moins 10 cm d'épaisseur et couvre tout le sol de la pièce jusque sous les murs. La cendre est donc tombée avant que la maison ne soit construite. Le plus important dans cette découverte est de permettre une évaluation de la date de l'éruption volcanique de Santorin par rapport au style des poteries minoennes. Le volcan a dû exploser à la fin de la première période du Minoen ancien, marquant ainsi le début de la deuxième période du Minoen ancien. Depuis plusieurs années, l'archéologue américain Philippe Bettencourt explore lui aussi le passé de la Crète. Il a découvert sur l'île de Psyra un site datant de l'âge du bronze. Les fouilles de Bettencourt confirment les nouveaux résultats des scientifiques. Les catastrophes naturelles ne peuvent à elles seules expliquer l'effondrement de la Crète. La destruction de cette maison durant la première période du Minoen ancien pourrait être en rapport avec le volcan de Santorin. Elle a été construite vers la fin de l'âge du bronze moyen et n'a pas survécu jusqu'à la fin de la première période du Minoen ancien. Nous savons qu'elle n'a pas été détruite par un raz-de-marée, car l'île elle-même a dû servir de barrage. Mais il est possible que le niveau de la mer soit monté lors de l'éruption. Sans doute qu'il y eut aussi des tremblements de terre. Ce bâtiment a été détruit de façon très violente et n'a pas été reconstruit, ce qui est très inhabituel à l'époque sur Psyra. En revanche, on l'a construit là-haut sur la langue de terre plus loin de la mer, et on a utilisé des pierres beaucoup plus grosses. Bettencourt a poussé ses recherches plus loin et a trouvé des traces de violence humaine. La pièce dans laquelle nous nous trouvons servait de cuisine. Nous avons trouvé ici des récipients de cuisson rangés à leur place. Nous avons découvert aussi dans leur mortier des pilons servant à écraser les graines de céréales. Mais devant la maison, il y avait un amoncellement de poteries fracassées provenant des celliers à provisions des maisons alentours. Tout cela avait été jeté dans la rue. Tout cela nous fait penser que la ville a été détruite par une guerre. Nous ne savons pas si elle était due aux Mycéniens du continent grec ou si la Crète a été le théâtre d'une guerre civile. Une chose est sûre, de telles traces sont souvent le résultat d'affrontements guerriers. Il s'agirait donc d'une guerre. Ce n'est pas la colère des dieux qui aurait frappé la paisible Crète, mais son anéantissement serait dû à la cruauté des hommes. Reste à savoir alors qui étaient les agresseurs. Sur le Péloponnèse, presqu'île en face du continent grec, se développait un concurrent de plus en plus menaçant pour les Minoens, le peuple des Achéens. Les Crétois leur ont enseigné la religion, l'écriture et les arts, mais leur technique des armes dépassait celle des Minoens. Les murs épais de la forteresse de Mycène le confirment. Ici régnait une tribu guerrière. Dans les tombes royales de Mycène, le chercheur de trésors allemand Heinz Schliemann a trouvé autrefois un très riche butin, le masque en or d'un prince achéen, le fameux masque d'Agamemnon. Et si cet or provenait de Crète?
Des coupes en or et des parures portent la marque des artistes crétois. Ces objets ont-ils été achetés ou bien ont-ils été volés lors d'une guerre? Les Grecs du Mycénien ont-ils attaqué et soumis la Crète? Actuellement, la meilleure explication de l'extinction de la civilisation minoenne, c'est l'arrivée des Grecs du Mycénien. Ils ont occupé Knossos. Nous avons les preuves tangibles de leur présence grâce à des tablettes écrites en grec mycénien. Nous le savons aussi par l'émergence ici en Crète d'un nouveau style de céramique à partir des années 1450 avant Jésus-Christ. Et l'on constate aussi de nouveaux types de sépultures, notamment des tombes à fosses profondes retrouvées autour du palais de Knossos. Sur la côte sud de la Crète, sur la plage de Como, les archéologues sont tombés sur des traces laissées par les Achéens. Depuis 18 ans, le professeur Joseph Shaw de Toronto explore les dunes de sable. Tout comme le matériel de fouille qu'il utilise, sa découverte la plus importante est peu ordinaire. Il a mis à jour les fondements de grandes halles de construction de navires. Ces halles sont d'architecture mycénienne. Ici, à Como, notre découverte la plus passionnante est l'absence, à la fin des florissantes années minoennes, de toute destruction par le feu, comme il y en a eu à Hagia Triada, par exemple, et dû sans doute aux armées mycéniennes. On dirait que les Mycéniens ont voulu préserver le port de Como. Les Achéens ont également laissé des constructions à Hagia Triada. Ce grand escalier mène à une rue du marché de style mycéno-grec où chaque marchand avait son étal. À l'époque, c'était une innovation pour la Crète. Et aujourd'hui encore, on peut observer cette structure typique dans les marchés orientaux. La nouvelle que de nouveaux maîtres s'étaient établis en Crète s'est répandue jusqu'en Égypte. À Thèbes, les pharaons ont orienté leurs immenses temples mortuaires vers l'ouest, vers le soleil couchant. Dans des chambres mortuaires profondément ensevelies, les morts entourés de leurs trésors devaient accomplir en paix leur voyage vers l'au-delà. Un peu à l'écart des grands seigneurs, les hauts serviteurs du royaume sont également enterrés ici. Sur leurs tombeaux est aujourd'hui construit un village de paysans. En recherchant quelques trésors, les habitants de ce village tombent sur des chambres mortuaires enfouies sous leurs maisons. De son vivant déjà, le chancelier égyptien Reshmiré avait fait richement décorer son futur tombeau. Sur les fresques sont représentés des messagers étrangers que le chancelier avait reçus à la cour des pharaons. Aujourd'hui encore, nous pouvons admirer les marchands crétois venus apporter de précieux cadeaux. Juste avant de mourir, Reshmiré a sans doute été informé des bouleversements politiques survenus en Crète. Les archéologues pensent qu'il s'empressa alors de faire recouvrir les habits des Crétois de parures mycéniennes. C'est la preuve politique que les Grecs mycéniens s'étaient bel et bien approprié l'héritage de la civilisation minoenne. Mais pour cela, ont-ils dû conquérir l'île ou l'ont-ils eu en héritage? Les théories concernant la destruction de la Crète minoenne ont considérablement évolué ces dernières années. À l'époque d'Evans et de ses successeurs, on croyait à la théorie des catastrophes naturelles, des cataclysmes cosmiques et des tremblements de terre, y compris à l'éruption du volcan de Santorin. Or, maintenant, nous croyons davantage à des causes humaines, comme par exemple l'effondrement du système social. Peut-être aussi que la flotte minoenne n'était plus aussi efficace au fur et à mesure que le temps s'écoulait. Nous essayons en tout cas de trouver des explications historiques. Ce n'est pas simple. Personnellement, je pense que c'est le système social de la Crète qui s'est effondré. Tout système politique qui se développe pour harmoniser et régler les problèmes de la société finit par s'effondrer le jour où il n'est plus capable de se développer pour résoudre les nouveaux problèmes qui se posent. La meilleure illustration de cet exemple, c'est l'Union soviétique. Nous savons maintenant qu'à l'époque où les palais ont été détruits, dans la Crète minoenne, il y a eu de nombreux tremblements de terre. Et si ma théorie s'avère exacte, c'est-à-dire que les prêtres faisaient partie de la classe dirigeante, eh bien ces destructions devaient dérouter les prêtres, car ils étaient impuissants. C'est pourquoi ils ont perdu toute crédibilité auprès de la population. Les gens devaient s'imaginer que les prêtres n'étaient pas compétents.
Les tremblements de terre ont donc effectivement contribué de façon indirecte à la chute des palais dans la crête minoenne. Il était une fois en Crète, un lieu inquiétant qui a réuni Thésée et Ariane. Peut-être la clé de l'histoire se trouve-t-elle dans le labyrinthe des mythes. Le pays est ravagé par un tremblement de terre. Dans toutes les provinces, on meurt de faim. Le peuple alors se révolte. La caste régnante des prêtres dominants perd de son pouvoir, et le puissant voisin mycénien du nord est appelé au secours. Le roi des Achéens envoie un prince qui épouse la fille du roi de Crète. Le dieu taureau minoen est sacrifié. Ce n'était donc pas une divinité, mais un monstre dans son labyrinthe, assoiffé de sang humain, comme le décrit en tout cas la légende racontée dorénavant par les vainqueurs.